Il est 8 heures du matin sur le bassin de Thau, la plus grosse zone conchilicole de la Méditerranée. Et à la veille des fêtes, les ostréiculteurs sont en plein marathon. Bonne nouvelle, cette année, la quantité produite semble satisfaisante. On n'a pas eu beaucoup de mortalité. Ça, c'est une bonne chose, mais ça, c'est les effets climatiques. C'est l'effet climatique parce qu'il n'y a pas fait froid encore, il y a pas ce changement de température qui déclenche cet herpès virus. Donc pour l'instant, la mortalité, on est passé à côté. L'herpès virus ou OSHV1, la bête noire des ostréiculteurs. Il décime depuis 2008 60 à 90% des naissins, les larves des mollusques. Nous sommes à la station scientifique Ifremer de la Tremblade, spécialiste de la conchiliculture. Grâce à un microscope ultra perfectionné, le virus est visible à l'intérieur du noyau de la cellule d'une huître infectée. On a un très grand nombre de particules virales à peu près partout. Donc on en a là, on en a ici. Aujourd'hui sur le marché, on trouve deux sortes d'huîtres creuses, les diploïdes et les triploïdes. Ces dernières, les triploïdes, sont stériles selon l'Ifremer, grâce à une manipulation du nombre de chromosomes. Une initiative de l'Institut de recherche pour satisfaire les demandes de la filière. L'intérêt des triploïdes, c'est principalement de ne pas dépenser toute leur énergie à faire des gamètes. Et donc, en particulier en période estivale, elles ne sont pas laiteuses, ou alors très peu, il y a quelques résidus de gamètes éventuellement. Donc, elles peuvent être consommées pendant l'été. Et d'autre part, puisqu'elles ne consomment pas de l'énergie à faire des gamètes, elles occupent leur énergie à faire de la croissance, ce qui permet en fait d'avoir un cycle de production plus court. Le virus touche de la même façon les naissins des diploïdes et des triploïdes. Mais depuis quelques années, les adultes commencent à être impactés et il semblerait que seuls les triploïdes soient particulièrement concernés. Aujourd'hui, effectivement, les professionnels rapportent une atteinte qui semble plus importante sur des animaux triploïdes. Mais je pense que cette information reste quand même vraiment à complètement, je dirais, analyser, en particulier en utilisant des protocoles de comptage de mortalité ou un protocole de comptage de mortalité qui soit identique sur tous les sites, qui soit partagé par l'ensemble des professionnels. Conclusion, mieux vaut produire des triploïdes ou bien des diploïdes. Les triploïdes viennent d'écloseries, alors qu'une importante partie des diploïdes, environ 40% sur le bassin de Thau, vient du milieu naturel. Mais selon le représentant de la conchiliculture sur le bassin de Thau, les producteurs doivent diversifier leur production. Parce que vous voyez plus ou moins de mortalité, que ce soit sur la naturelle. Il y a 2 ans, sur ces coquilles, il y avait pratiquement, quand on les mettait, il y avait 80% de mortalité. Donc il faut, voilà. Cette année, ça a été un peu mieux. Voilà, et peut-être les huîtres des closeries vont mourir un peu plus. Voilà, donc il faut faire, et ça fait un équilibre. L'équilibre, on le trouve avec, en faisant justement, en diversifiant les origines des huîtres. Et comme ça, on n'a pas de surprise. On a toujours un peu de récolte, quoi. Aujourd'hui, M. Hortin et son équipe enfilent de vieilles coquilles d'huîtres sur lesquelles il y a eu un captage naturel. Voilà, on voit très bien les petites huîtres qui sont là, avec des petits traits blancs et noirs. Donc on voit très bien la définition de l'huître. Là, il y en a une vingtaine à peu près sur cette coquille, là aussi. Là, on voit aussi... Alors il y a plusieurs captages. Hein. Il y a le captage peut-être du mois d'août, et après il y a les petites qui ont été captées début septembre. Un captage naturel, mais pas d'origine, c'est-à-dire qu'elles viennent de Marennes-Oléron, un bassin ostréicole de la côte atlantique. Et pour cause, sur le bassin de Thau, le captage naturel est quasiment inexistant, mais peut-être plus pour longtemps. Depuis 3 ans, l'Ifremer de Sète expérimente le captage naturel sur différentes zones du bassin. Et aujourd'hui,
c'est l'heure du bilan. Donc là, en fait, en les sortant de l'eau, on regarde s'il y a des huîtres mortes. Donc pour ça, en fait, c'est juste un contrôle visuel. Hein. On va regarder si elles bâillent, si le muscle est tonique ou pas. Ces lots sont nés dans la lagune de Thau en 2013. Et comme la plupart des naissins, 90% ont été décimés par le virus. Ce qu'ils récoltent aujourd'hui, ce sont les 10% restants. C'est un bilan plutôt positif. On avait mis 300 individus en test en novembre 2013. Et aujourd'hui, donc, on a à peu près 250 survivants, donc 10 à 15% de mortalité. Alors que depuis quelques années, certains producteurs ont déclaré avoir perdu jusqu'à 65% de leur population adulte. Dans ces conditions, la nouvelle interpelle les professionnels, comme Monsieur Cabrol, qui participe à l'expérience. Donc on a un double intérêt, c'est-à-dire pour la mortalité, puisque les larves meurent et après il ne nous reste que du bon, on aura très peu de mortalité. Et ensuite la qualité de l'huître, qui est 100% étang de Thau, et avec ce que l'on sait, avec la biodiversité qu'on a dans l'étang et la nourriture que l'on a dans l'étang, on va avoir des huîtres extraordinaires. J'ai déjà fait l'expérience l'année dernière, j'avais des huîtres magnifiques. Encore faut-il que le captage fonctionne. Annie Castaldo est une pionnière en la matière, elle fait du captage naturel depuis 5 ans. L'année dernière, on les a mis en fagot à l'horizontale, ça a très bien marché. Cette année, on les a mis en fagot à l'horizontale, pareil, mais ça n'a pas marché. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas assez à manger? Est-ce que les parents ont trop mangé? Voilà. Donc, chaque année, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Je pense que dans les 10 ans à venir, de 2010-2020, on sera au fait. Variabilité d'une année sur l'autre, et aussi en fonction de la zone de captage. On peut le constater, ici, le captage a très peu fonctionné. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que le captage est beaucoup plus fort en dehors des zones ostréicoles. Les zones ostréicoles sont dédiées à l'élevage, c'est-à-dire à faire grossir des huîtres qui sont déjà adultes. Faire naître des huîtres, en fait, c'est une autre question. Hein, et finalement, on s'aperçoit que les zones ostréicoles n'ont pas la vocation à faire naître des petites huîtres. C'est vrai dans les bassins naisseurs traditionnels, c'est vrai à Arcachon, c'est vrai aussi à Marennes-Oléron, où les zones de captage ne sont pas les zones de grossissement. Les huîtres adultes ne laissent pas assez de phytoplancton aux larves. De plus, elles se font manger. Les huîtres sont cannibales. Toutefois, les résultats paraissent prometteurs. Mais comment le consommateur peut-il choisir entre une huître naturelle diploïde et une huître d'écloserie triploïde? C'est très difficile car aucun étiquetage n'est obligatoire. Pour plus de visibilité pour le consommateur, Monsieur Voisin est un des pionniers en France à avoir labellisé ses produits en agriculture biologique. L'huître bio, c'est une huître dont l'origine génétique est issue de captage naturel, contrairement aux huîtres d'écloserie qui ne sont pas acceptées dans le cahier des charges européen pour l'agrément des huîtres bio. Alors, donc sont exclus donc, les huîtres triploïdes, stériles d'écloserie, les huîtres diploïdes d'écloserie et seront tolérées qu'uniquement les huîtres naturelles issues de captage naturel. Comble de l'ironie, naturelle ou pas, l'huître creuse, la plus produite en France, est aussi appelée l'huître japonaise. Et oui, elle n'a rien d'endémique, elle fut introduite en France il y a environ 50 ans.